Et merci de nous rester fidèles pour la seconde partie de New World Forum consacré à l'actualité politique en République démocratique du Congo, à la croisée des chemins, on va dire, avec en toile de fond une très attendue présidentielle en décembre sans la participation du président sortant, Joseph Kabila Kabange, suscitant un immense espoir pour l'alternance politique dans ce pays continent au sous-sol majestueusement garni. Notre invité, disons plutôt une sommité, un poids lourd dans l'arène politique africaine. Edem Kodjo, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur et toujours de vous avoir. Tout le plaisir est pour moi. Pour discuter de l'actualité africaine. Vous êtes ancien secrétaire général de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. Plusieurs fois ministre et 2 fois Premier ministre du Togo, membre fondateur de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ex-membre du groupe des sages de l'Union africaine. Vous avez reçu à travers le monde plusieurs distinctions et prix honorifiques, dont le dernier en date, c'est le prix, je pense, Jules Gouta 2018. Et puis président fondateur de Pax Africana, qui est une fondation à but non lucratif à vocation internationale, dont l'objectif, si je ne m'abuse, est de garantir la paix et le développement en Afrique par la construction de l'unité africaine. C'est ça. Votre CV est long, on va juste décliner un petit bout. Votre bibliographie est tout aussi abondante que le fleuve Congo. Je vais retenir pour l'occasion juste 3 ouvrages, et Demain l'Afrique, que j'aime beaucoup. Ce continent qui est ciselé dans la pierre qui fait les grandes nations. Je me rappelle encore quelques passages. Au commencement était le glaive. Et puis la lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire. On y reviendra certainement. Et puis vous êtes médiateur ou facilitateur d'un nombre de conflits sur le continent africain, et notamment donc dans le conflit congolais. Oui. Voilà. C'est donc un monument que j'ai en face. Je ne sais pas. Avec humilité en plus, vous le recevez. Il vaut mieux. Mais avant d'aborder le vif du sujet, dites-moi pourquoi vous avez donné un avis favorable à l'Union africaine qui vous a saisi un peu, on va dire, à l'improviste, en vous renvoyant cette patate congolaise chaude à la figure. Pourquoi aviez-vous donné votre avis favorable? Mais ma réponse est toujours la même. Je l'ai déjà faite à l'un de vos confrères, qui est un bon ami à moi, que vous connaissez d'ailleurs, et qui m'a dit, mais Edem, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce bourbier congolais? Je lui ai dit, est-ce que tu ne penses pas que quelqu'un sur le continent doit accepter d'aller dans ce bourbier? Il a réfléchi 10 secondes et puis m'a dit, au fond, tu as raison. Mais il fallait bien quelqu'un pour accepter d'aller dans cette affaire. Les facilitateurs qui m'ont précédé ont toujours eu une impression détestable après leur facilitation. On se rappelle de ce que M. Abdoulaye Wade a dit. C'était pas très sympathique pour le pays et pour les hommes politiques du pays. Je n'en ferai pas autant. Je dirais tout simplement que pour moi, en tant que panafricaniste convaincu, le Congo est un pays central. Vous-même, vous l'avez dit dans votre introduction, un pays truffé de richesses. Et comment voulez-vous bâtir l'unité africaine en acceptant que ce pays se détruise? Il faut être logique avec soi-même. Et j'ai accepté parce que j'ai été logique avec moi-même. Le panafricaniste que je suis, je dois, en tout état de cause et en toutes circonstances, intervenir pour donner un coup de main, si nécessaire, pour qu'un pays ne s'effondre pas. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté d'aller. Et c'était au charbon. Et j'en ai bavé. Ça, je ne vous le cache pas. Mais enfin, tout compte fait, je me félicite d'y être allé. Et j'aurais eu cela sur la conscience si j'avais refusé d'y aller. Et l'histoire, peut-être vous donnera raison. Elle m'a déjà donné raison. Oui. Elle me donne raison tous les jours. Seulement ceux qui ont raconté des histoires et qui ont dit le contraire de tout et de tout n'ont pas le courage de dire, bon, ben, en fait, M. Edem Kodjo avait raison. En fait, c'est lui qui a vu juste. En fait, c'est lui qui a sorti la proposition et les solutions qui étaient indispensables
pour arriver à des résultats. Mais justement, votre accord, l'accord que vous avez réussi à arracher, signer, je pense que c'était le 18 octobre 1976. Oui, cet accord continue d'inspirer encore la classe politique congolaise. On aura peut-être l'occasion de reparler de cet accord. Mais un mot de cette histoire qui s'est accélérée le 8 août dernier avec la décision du président Joseph Kabila Kabange de renoncer à la présidentielle. Il n'est plus candidat. Comment vous réagissez à cette décision? Mais je réagis très positivement à cette décision. Et je félicite le président Kabila d'avoir tenu parole. Mais je suis un peu moqueur dans cette affaire. Parce que dans cette histoire, combien de fois on n'a pas attaqué le président Kabila en disant il ne dit rien, c'est qu'il se cache, c'est qu'il veut sortir son jeu au dernier moment, il va se représenter, etc., etc. Le pays va sombrer dans la crise. Et voilà que le président Kabila a décidé de respecter sa parole. Une fois, il a dit je vais respecter la constitution congolaise. Mais c'est plutôt énigmatique, dire qu'il va respecter la constitution congolaise. Mais c'est une façon de répondre à la question, est-ce que vous y allez ou pas? Puisque la constitution congolaise dit clairement qu'il n'y a pas plus de 2 mandats. Donc, quand quelqu'un, vous lui posez la question, est-ce que vous allez vous représenter? Et qu'il vous répond, je vais respecter la constitution congolaise, il vous a donné une réponse. Ceux qui mettaient tout cela en doute était très convaincu du contraire. Il savait très bien que Kabila disait qu'il n'allait pas se représenter. Mais il préférait mener une cabale d'enfer dans toutes les dimensions, dans tous les secteurs, pour dire non, non, ça ne se fera pas, il va. Et maintenant, alors, non, il faut avoir aussi le triomphe modeste. Mais il faut aussi avoir la défaite lucide, n'est-ce pas? Parce que quand j'entends dire aujourd'hui que on a gagné parce qu'on a fait des pressions sur Kabila et que Kabila a fini par céder aux pressions, mon vieux, il faut quand même voir les choses en face. Kabila a décidé de le faire et il l'a fait. Oui, vous, à quel moment vous avez senti qu'il a pris la décision de ne plus se représenter? C'est une excellente question. Je vais vous dire précisément quand. Le 18 octobre, on signait l'accord de 2016. On signait l'accord à la cité de l'OUA, à Kinshasa. Et on a convoyé cet accord au président Kabila. Il a gardé le dossier pendant 2 semaines. Et puis un jour, il me fait convoquer, moi le facilitateur en premier, et puis toute la classe politique qui a participé au dialogue de la cité de l'OUA dans son bureau à la présidence de la République. Et là, avant que je ne prenne la parole, il m'a dit, monsieur le facilitateur, je dois vous dire d'entrée de jeu que le texte que vous m'avez fait parvenir et que j'ai gardé 2 semaines, je l'ai étudié minutieusement et je peux vous dire qu'à partir de ce jour, ce texte est le mien. Ah bon, il a dit aussi clairement que ça. Aussi clairement que ça. Je n'étais pas seul. On était une 50aine, minimum dans son bureau ce jour-là. Puisqu'il a reçu toutes les parties ayant participé au dialogue avec moi. Donc pour moi, c'était clair. Et plus je l'entendais parler, et plus j'entendais aussi les gens vociférer dans tous les secteurs, plus ma conviction était faite que le président Kabila allait tenir parole. Mais surtout que l'accord finalement signé avec la médiation de la CENCO n'était pas aussi différent que la copie que vous avez rendue le 18 octobre. Il n'était différent en rien. Sauf que la CENCO a décidé de nommer le Tshisekedi, le feu Tshisekedi,
à la place qu'occupe aujourd'hui M. Olenga Koy. C'est à la tête du comité de suivi. C'était à part cette affaire personnelle, cette personnalisation de cette position, il n'y a rien qu'on ait ajouté à l'accord qui a été négocié avec M. Kodjo. Absolument rien. Donc, le fond du problème, c'est que jusqu'à ce que nous finissions cette négociation, il y avait des tranches de l'opposition de l'opposition congolaise qui ne voulaient pas entendre parler de l'accord. Ils l'ont peut-être même pas lu, mais ils ne voulaient par principe pas se ranger à cet accord. C'est là que peut-être la Cinco a eu un rôle positif en disant « moi je vais leur parler et je vais les ramener ». Ils n'ont jamais pu les ramener jusqu'à la fin de ma mission. Mais c'est quand j'ai rendu ma copie et que je m'apprêtais à partir que l'idée d'un second dialogue a fait jour. Mais cette idée d'un second dialogue, quand j'y pense, ça montre bien que l'Afrique n'est pas elle-même. C'est désolant. J'ai appris beaucoup dans cette crise congolaise. L'Afrique n'est pas elle-même. C'est des idées qui étaient cogitées dans certaines arènes non africaines. Ben, vous le saviez depuis. En disant quand il aura fini son dialogue, on va en faire un autre. Moi, je voyais tout cela de façon... C'était plutôt triste pour le continent africain. Oui. Mais le renoncement de M. Kabila, quoi qu'on dise, hein, est-ce que c'est le fait des pressions multiformes, les pressions extérieures, pressions de l'Église catholique? Est-ce que ce sont ces pressions conjuguées qui l'ont fait plier finalement, ou une décision personnelle, une conviction personnelle? Je vous dis, en octobre 2016, le président Kabila m'a parlé et j'en ai conclu qu'il allait tenir sa parole. Pourquoi vous faites les événements, aux paroles d'un politique? Les événements dont vous parlez se sont déroulés après. Les manifestations dans les rues et tout cela s'était déroulé après. Des pressions, il y en a eu de tout genre. Je ne dis pas qu'aucune pression n'a eu un effet quelconque sur le président Kabila. Je ne dis pas cela. Je pense que Mme Halley, qui représente les États-Unis auprès du système des Nations Unies à New York, je pense qu'elle a eu, il y a 6 mois environ, un entretien avec le président Kabila qui a dû être aussi porteur. Mais les autres pressions, tout ce que l'on racontait, les manifestations, tout cela, ne l'avait pas fait changer d'idée. Lui, son idée, c'était qu'il n'allait pas se présenter. Mais à la lumière de ce dénouement congolais, est-ce que vous n'avez pas l'impression que très souvent, les oppositions en Afrique manquent de stratégie? Est-ce qu'on va dire stratégie ou manque de manière pour poser leurs revendications? Parce que... Vous ne ferez pas dire à un ancien opposant du Togo ce que je n'ai pas envie de dire. Mais il peut arriver qu'on se trompe dans nos agissements, qu'on ne prenne pas toujours la bonne route, c'est peut arriver, mais cela n'est pas une règle d'or. Et je ne vais pas tirer de mon expérience au Congo la conclusion que les oppositions toujours font ce qu'il ne faut pas qu'ils fassent. Non, je ne dirais pas ça. Au Congo, la classe politique était très dispersée. À notre dialogue, finalement, il y a eu des opposants de marque qui sont venus. Vital Kamere. Comme Vital Kamere, comme d'autres, comme l'actuel vice-premier ministre Makila, et un certain nombre d'autres. L'ancien premier ministre que celui-ci a remplacé.
c'était quand même aussi quelqu'un du parti de Tshisekedi et était très très actif à l'Assemblée nationale. Mais tout ce monde-là était au dialogue. Mais il y avait une frange qui ne voulait pas en entendre parler. On se demande d'ailleurs pourquoi. Parce que je ne vois pas en quoi l'accord qui a été signé en définitive blesse les intérêts de l'opposition. Sinon, ils auraient remanié cet accord complètement. Oui. Ils n'y ont pas touché. Donc ça montre que c'était la bonne cause qui a été défendue pour l'intérêt du Congo et pour la nation congolaise, et non pas pour des individus. Mais en un mot, comment vous avez réussi à rapprocher les points de vue de ces Congolais très dispersés, vous l'avez dit, ennemis depuis le commencement comme Maurice Babounas dans votre ouvrage au commencement était le glaive. Quelle était la recette? Comment avez-vous fait? Mais ce n'est pas la première manifestation, disons, c'est pas la première fois que je conduis des négociations de ce genre. On finit par avoir une certaine expérience. J'ai souvenance qu'un jour, n'en pouvant plus, j'ai enfermé les camarades dans une salle et puis j'ai dit, bon, vous ne sortirez pas d'ici tant qu'on n'aura pas trouvé de solution. Et effectivement, nous avons trouvé une solution ce jour-là. Mais ce n'était pas évident quand on avait ouvert la séance. En privé ce jour-là. C'était une séance qui n'était pas ouverte à tout le monde. On a pris les ténors et on voulait arriver à un accord. Mais on l'a eu. On l'a eu parce que le médiateur n'a pas laissé la place et l'opportunité de faire autre chose que de trouver une solution. Et on l'a trouvé. Donc il y a quand même, on finit par avoir une certaine expérience, on sait comment procéder, on fait des suspensions de séance, on prend un petit comité qui se réunit à part, on va de groupe en groupe, on arrive peu à peu à faire émerger une solution lorsque les positions sont diamétralement opposées. Au fond, c'est quoi le problème congolais, Mesdames Kouadjou? C'est une bonne question. Le problème congolais aujourd'hui, c'est d'arriver à un système politique stable. C'est pour ça que les élections de décembre sont très importantes et qu'il faut tout mettre en œuvre pour les réussir. Et là, je pense qu'un travail considérable a été fait par la CENI, mais tous les raffinements qui sont encore nécessaires doivent être opérés de façon que nous allions à des scrutins qui sont des scrutins acceptables par tout le monde. C'est illusoire souvent en Afrique de dire un scrutin acceptable par tout le monde. C'est rare de trouver un scrutin acceptable par tout le monde comme ça sur notre continent. Mais enfin, plus ou moins acceptable. Et ça, on le peut. Si les résultats sont bons, si on élit un président de la République convenable et acceptable par tout le monde, plus ou moins, alors le pays commencera à retrouver ses repères et on pourrait alors se lancer dans des systèmes de pacification dans les zones. Il y a encore des zones où il y a des rébellions larvées qui se manifestent quand on ne s'y attend pas du tout. Il faudra résoudre tous ces problèmes et puis s'attaquer à la relance économique d'un pays dont le taux de croissance, il y a l'année où j'écrivais lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire, était quand même pas loin de 10%. Mais maintenant, on est dans une situation proche de la décrépitude. Mais avec les ressources immenses de ce pays, la relève peut se faire très facilement. Et le relèvement peut se faire très facilement. Et le retrait de M. Kabila de la course à la présidentielle, est-ce que ça ouvre franchement la voie à un processus électoral moins dangereux? Moins dangereux, ça je vous le concède. Moins dangereux, moins
agressif et plus convenable. Mais en même temps, le jeu étant très ouvert, est-ce qu'il ne faut pas craindre des affrontements? Déjà, même au sein de l'opposition, il y a plusieurs têtes. C'est un serpent en plusieurs têtes. C'est toujours comme ça partout. Et puis en face, la désignation d'un autre candidat, est-ce que ça va faire l'unanimité au sein du parti de Joseph Kabila? Est-ce que ce ne sont pas des incertitudes qui vont déboucher sur des inquiétudes? Dans le cas de Kabila, pour l'heure, on a le sentiment quand même d'une acceptation par toutes les fractions qui constituent le FCC, qui est, disons, l'agrandissement du PPRD de Kabila. Le parti de Kabila a ratissé large. Ça va depuis Kengo à Dondo jusqu'à des éléments proches de Caméré ou des éléments proches même de Tshisekedi. Bon, le Premier ministre lui-même, enfin le Premier ministre actuel fait partie, qui est un Tshisekediste de première heure, que j'ai reçu en tant que porte-parole de Tshisekedi. Et Premier ministre, il a rejoint cette coalition présidentielle, ainsi que d'autres personnalités importantes. Donc, bon, celui qui a été choisi, Chadari, c'est un ancien de l'UDPS. Donc, il a dû conserver. Vous savez comment on est en Afrique. Il a dû conserver des relations tout simplement humaines avec des gens qui étaient ses anciens compagnons. Donc, de ce côté-là, j'ai le sentiment que Kabila a relativement bien réglé ce problème. Ça n'a pas dû être facile. D'ailleurs, je vois ça d'ici, ça n'a pas dû être facile du tout. De l'autre côté de l'opposition, j'apprends, comme tout le monde, qu'on veut aller vers une candidature unique. Je le souhaite pour l'opposition, mais je ne suis pas obligé d'y croire. Kabila n'est plus candidat, mais à la place de l'opposition, vous n'auriez pas crié cocorico, hein, parce que le jeu n'est pas fait. Ça veut dire que Chadani a encore toutes ses chances, lui aussi. Non, le problème, c'est toujours le même. Il faut que l'opposition fasse toujours très attention. Quand on a de longs débats, de longues discussions qui durent une année et demie, 2 ans, on oublie très facilement le terrain. Le terrain ne se résume pas à Kin, ni au retour de Tshisekedi père. Quand le père de Tshisekedi, quand Tshisekedi père, en tout cas, était rentré, bien évidemment, on a vu des scènes grandioses. Mais Kinshasa, malgré ses 10 millions d'habitants au bas mot, c'est une partie du Congo qui a 80 millions d'habitants. Donc, l'opposition doit faire très attention. J'ai le sentiment qu'ils ont un peu oublié le terrain pendant toutes ces discussions, toutes ces négociations, et que pendant ce temps, le PPRD, le parti de Kabila, lui labourait ce terrain quotidiennement. Donc, l'opposition doit faire attention, en général en Afrique, pour ce genre de période où on ne doit pas quitter le terrain d'un pouce et on ne doit pas cesser de l'observer d'un iota et conserver en permanence des émissaires qui circulent sur le terrain et qui raniment la flamme. Sinon, la déception est souvent terrible. C'est qu'on se retrouve au pied d'une date qu'on vous donne, date des élections. En général, l'opposition n'est pas le secteur le plus fortuné du pays. Il y a ce problème, et puis ensuite il y aura le problème du terrain lui-même, qu'on a peut-être laissé travailler par d'autres.
Et surtout dans un continent très vaste, parce que l'opposition a les ressources, a la méthode de l'organisation nécessaire pour quadriller le terrain. On parle de méthode très souvent. On sait aussi que l'opposition ne mettent pas les moyens qu'il faut pour conquérir le pouvoir. Non, ils peuvent quadriller le terrain, ils vont s'y mettre, mais il y en a qui n'ont jamais perdu le contact. Je peux parler du cas de Caméré qui n'a jamais perdu le contact avec son terrain. Mais d'autres, je ne suis pas si sûr. Bon, les moyens, certains parmi eux ont les moyens. On ne connaît pas encore la liste définitive des candidats qui seront retenus par la Cour constitutionnelle. Si Bemba est parmi eux, Bemba a les moyens. Il peut avoir les moyens, mais la méthode aussi, parce que depuis 1994, la candidature embryon d'un certain Dem Kojo avec un avion décoré à l'effigie de son parti, j'ai vu peu d'opposants faire ça en Afrique. Oui, mais ça c'est 1993. Ça. Oh, mais au Congo, il y a mieux que ça. Mais les Bemba ont des moyens considérables. Il est le fils de son père. Un ancien Moboutiste. Oui, qui était le patron du patronat et le patron de Erzaïr, entre autres. Donc, certains des opposants ont des moyens, d'autres ont des moyens plus réduits. S'ils arrivent à se mettre ensemble, bon, en ce moment-là, il y a un élément nouveau qui sera un plus en leur faveur. Mais s'ils vont disperser, ce n'est pas évident du tout. Mais est-ce que le climat aurait été totalement pacifié s'il n'y avait pas ce cas Moïse Katumbi? Pourquoi l'a-t-on empêché de rentrer en République démocratique du Congo? Est-ce que vous comprenez? Et je ne sais pas qui l'a empêché. Parce que j'ai entendu le ministre de la Justice dire que personne ne l'a empêché. Bon, enfin, disons que si c'est si compliqué, c'est qu'il y a problème. Si c'est si compliqué pour un individu de rentrer chez lui, c'est qu'il y a problème. Bon. En tout cas, je n'en dirai pas plus. C'est Dem Kojo, Pierre Nkurunziza hier et Kabila aujourd'hui, qui n'est plus candidat. L'Afrique centrale est-elle finalement réveillée par votre lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire? J'en aurais été tellement flatté si j'étais sûr que c'est la lettre ouverte à l'Afrique cinquantenaire qui les a réveillés. Je considère que jusqu'à présent, la position du président Nkurunziza est pour moi encore quelque chose de tellement étonnant que je n'arrive pas jusqu'à maintenant à réellement me faire une idée de la situation. Lui aussi que vous avez eu l'occasion de côtoyer. Bien sûr, je l'ai pratiqué pendant 6 bons mois, puisque j'ai été médiateur là-bas pour cette période-là. Après quoi, l'Union africaine a jugé qu'il serait plus indiqué de désigner un chef d'État de la sous-région pour s'occuper de ça. En l'occurrence, Yoweri Museveni. Yoweri Museveni. Ce qui, à mon avis, était... La réalité, c'est que ça a été changé aussi rapidement après. On a pris le Tanzanien. Alors, donc, il faut croire que quelque chose bouge, parce qu'on a toujours tendance à considérer toute cette partie du continent comme le ventre mou de l'Afrique, ventre mou sur le plan politique, ventre mou sur le plan économique, puisque la CEAC, malgré la sympathie qu'on a pour elle, n'est pas encore tout à fait sur la voie de la constitution d'une communauté économique capable de rivaliser avec la CEDEAO, par exemple. Donc, si ce que vous dites est vrai, ce serait pour moi une énorme satisfaction de voir que Nkurunziza tient sa parole, Kabila tient sa parole. Ce sera un frémissement important dans la sous-région
Et ce serait très positif pour le continent africain. Et qu'est-ce qui agite cette Afrique-là? Est-ce que c'est toujours l'étranger dominateur? Parce que dans votre lettre ouverte, on a senti qu'un des poids sur le continent, c'est aussi... c'est aussi notre propre conscience. Ouais. Parce que moi, j'estime que en politique internationale, chaque État a le droit de défendre ses intérêts. Donc, que les dominateurs essayent de nous dominer, c'est leur droit le plus absolu. Mais maintenant, il nous appartient, nous, de ne jamais nous laisser dominer. Et ça, la balle est dans notre camp. Et pour ça, j'insiste toujours sur le conscientisme tel que l'a défini Kwame Nkrumah. Et il faut que les Africains eux-mêmes soient conscients de ce qu'ils sont, de leur place chez eux et de leur place dans le monde. Si vous ne l'êtes pas et que vous allez toujours cultiver des amitiés douteuses, que vous avez toujours secrètement la main tendue et que vous comptez sur le soutien de l'extérieur pour parvenir au pouvoir, bon, en ce moment-là, vous-même, une fois que vous serez au pouvoir, vous allez payer le prix de ce que vous avez négocié en cachette avant de devenir président. Vous l'avez écrit 1000 fois d'ailleurs. Et comment te nommerais-je mère nourricière, continent primordial, source et origine de l'humanité? Comment te nommerais-je, toi, Afrique, dont plusieurs de tes fractures appelées États, peut-on les appeler autrement, vont s'aligner frénétiquement, noyant leur chagrin structurel dans une joie éphémère, sans lendemain, procurée par des festivités célébrant le 50e anniversaire de leur indépendance. Vous avez dit, indépendance, soit, je l'accepte. Je ne chicanerai pas sur ce point. Indépendance, d'accord, indépendance dans la dépendance absolue, fatale, totale, mais tendue dans l'attente de la manne salvatrice, habitude contractée depuis longtemps. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça n'a pas changé. C'est écrit dans l'aide. Bien évidemment, je me reconnais. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est de 2050 ans, c'est sorti dans les années 2012, 2011, 2012, on en a parlé, il me semble. Oui. C'est sorti en 2011, 2012. Oui. Mais quelle que soit la date, la réalité, et demain l'Afrique, c'est 85. Et c'est toujours d'actualité. Oui, c'est 85. Mais si vous lisez attentivement et demain l'Afrique aujourd'hui, vous retrouvez la pertinence d'une analyse qui a été faite il y a plus de 50 ans, il y a 40 ans. 85, au moins 30 ans, n'est-ce pas? Au moins 30 ans. Cette analyse est toujours valable. Mais des fois, ça me chagrine. Ça me chagrine. Je me dis, mais est-ce qu'on va mourir en ayant toujours le sentiment de n'avoir pas suffisamment fait de pas en avant? Est-ce que ça va continuer comme ça? Mais c'est aux Africains de se défendre. Les autres sont toujours à l'affût. Les autres essaieront par 1000 manières de vous déstabiliser, par 1000 manières de conserver leurs privilèges sur vos ressources naturelles. Mais ça, c'est le combat de la géopolitique mondiale. Et ce vent de la démocratie, est-ce que ce n'est pas un instrument pour, justement, nous diviser davantage? Ça se discute. À mon avis, la démocratie, c'est un idéal qu'on ne peut pas renier. On ne peut pas renier ça d'un trait de plume. C'est quand même, disons, la façon, dans les différentes manières et façons de diriger les peuples, c'est peut-être celle qui quand même apparaît la plus souple, la plus abordable, la plus confortable pour tout le monde. Mais c'est notre responsabilité en Afrique de l'accommoder et de la mener de façon à ce que nos intérêts soient toujours sauvegardés. Moi, ce que je déteste le plus, c'est la subordination, avouée ou pas. On n'a pas à nous subordonner à qui que ce soit dans le monde. Et nous devons
pour cela prendre nos responsabilités. C'est tout simple. Oui, mais quand on vous entend, votre discours est un peu meilleur que l'image qu'on tente de faire de vous souvent, parce que on présente Edem Kodjo comme étant, vous êtes énarque, vous l'êtes. Mais c'est pas... Attendez. Énarque, c'est pas un défaut. Oui. C'est pas un crime. C'est même une qualité. Parce que c'est une habitude franco-française de déblatérer sur ce qu'il y a de mieux dans le pays. C'est tout. Ça, c'est très français, ça. Et moi, je ne l'accepte pas. L'ENA n'est pas une injure. Alors, des fois, on présente le type en disant encore un énarque, comme si c'était un criminel de haut vol qu'on va mettre à la tête d'une institution. Enfin, ça, tout de vous même. n'avez pas été formaté pour servir les intérêts justement de la métropole. J'ai été formaté pour servir les intérêts de l'État. Point. Et non pas de l'État français. Vous avez bien compris? J'ai été formaté pour défendre les intérêts de l'État. L'État togolais, l'État africain, oui, j'ai été formaté pour ça. Oui, un peu si j'ai appris des choses concernant la gouvernance de l'État français, ça doit me servir de point d'appui, c'est tout. Je ne dois pas devenir esclave de ce que j'ai appris et je ne dois pas devenir esclave de ceux qui m'ont enseigné cela. D'ailleurs, ils le savent. Et pour revenir à notre mouvement... Vous avez fini de parler d'Edem Kodjo. On ne finira jamais de parler d'Edem Kodjo, personnage immense. Pour revenir donc au Congo, vous avez, dans une déclaration, après le retrait d'Edem Kodjo, estimé... Après le retrait de Kabila. Le retrait de Kabila, pardon. Vous avez estimé qu'un jour nouveau se lève sur ce pays continent. Oui. Oui. Est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne? Le jour nouveau se lève, mais il faut en faire quelque chose de ce jour. J'ai raison de dire qu'un jour nouveau se lève, mais... J'ai raison d'être optimiste. J'ai raison d'être optimiste, mais qu'est-ce qu'on fera de ce jour? Ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est là que la responsabilité des Congolais commence. Et quel rôle doit-il jouer maintenant, Joseph Kabila, pour que ce jour nouveau conduise à un dénouement définitif de cette crise congolaise? Non, je crois que Kabila, il restera à l'arrière-plan. La constitution congolaise est très claire. Il sera sénateur à vie même. Dans la nouvelle assemblée, le nouveau Sénat, il sera sénateur à vie. Il aura une place dans la nation. Ce que je propose depuis des années à des oppositions d'Afrique, notamment d'Afrique de l'Ouest. Je veux pas que vous, je vois pas que vous suiviez mon regard. Non. Il faut des garanties absolues à ceux qui ont eu la chance de diriger les pays. Garantie de sécurité, garantie disons même de protocole, garantie de place dans la nation. Mais les Congolais sont en avance sur nous, puisque eux, ils ont prévu que leur chef d'État ancien sera sénateur à vie. Un sénateur, c'est quand même une personne. Et en plus, Kabila, lui, il reste à la tête de son parti, pour le moment en tout cas. Ce qu'on peut demander, c'est que le parti se comporte convenablement, que les autres partis aussi se comportent convenablement, et qu'on ait à jouer le jeu démocratique désormais. Puisque c'est Kabila qui faisait, dit-on, obstacle à ce jeu démocratique. Donc maintenant qu'il n'est plus là, faisons les choses et jouons le jeu démocratiquement. Est-ce qu'il n'a pas la chance, l'opportunité de rentrer dans l'histoire par la grande porte, Joseph Kabila, en se mettant un peu au-dessus de la mêlée, en cessant d'être partisan, et pour finalement devenir le père de ce Congo nouveau, en conduisant le processus de façon... Peut-être qu'il procédera par étapes. Peut-être que pour l'heure, évidemment, si vous avez vécu au Congo et si vous entendez ce que les Congolais disent parfois, n'importe qui aurait froid dans le dos
Bon, donc, je crois qu'il a bâti un système pour se dégager qui est digne de considération. D'abord, renforcement du parti, considérablement renforcé. Ensuite, sécurisation en quelque sorte, pas personnelle, mais sécurisation des forces armées congolaises. Des forces armées congolaises, les dernières nominations, vous avez vu vous-même. Encore que parmi ces nominations, on parlait de quelqu'un qui aurait des tâches concernant Floribert Chebeya. Et ça me plaît beaucoup moins. Mais il y a un renforcement de la sécurité aussi. Donc il a pris ses précautions. Et si les choses évoluent bien, pourquoi voulez-vous qu'il demeure président du parti? Il pourra céder sa place à quelqu'un d'autre. Mais pour l'heure, il convient quand même d'être un peu prudent, puisque les déclarations de tout genre, les vitupérations, les imprécations à l'égard de Kabila sont multiples et variées. Donc bon, il fallait quand même en tenir compte et essayer de faire un système qui soit un système ouvert, mais en même temps qui permette un minimum de sécurité. Alors, à quelles conditions la RDC peut-elle réussir l'alternance politique sans basculer dans le chaos? Vous me posez une question bien difficile. Bon, je ne sais pas. J'allais dire je ne sais pas. Toute chose étant égale par ailleurs, si la CENI continue à faire son travail, je veux dire en passant que la CENI a fait un travail considérable. Ça, personne ne le dit jamais. Mais ce qui plaît moins, c'est cette machine à voter. On qualifie de machine à tricher. Oui, mais j'ai entendu ça. Je ne connais pas cette machine, je ne l'ai jamais vue. Celui qui a choisi cette machine, c'est un homme qui a une rare compétence. Corneille Nangaa, le président de la CENI, c'est quelqu'un pour lequel, personnellement, j'ai de la considération. Ce qui n'est pas peu dire. Donc, c'est pas n'importe qui est capable de faire n'importe quoi, non. Bon, pourquoi ont-ils choisi cette machine-là? Je n'en sais rien. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais si les choses devaient aller normalement jusqu'au bout, on doit avoir des élections à peu près convenables. Les élections en Afrique, il ne faut pas toujours les rechercher comme étant totalement convenables, mais à peu près convenables. Vous avez vu nos frères du Mali. Aujourd'hui, on voit disons que les choses sont passées à peu près convenablement. Et que donc on doit accepter les résultats qui ont été proclamés. Pourquoi cela doit être à peu près, pas totalement? Quelles sont les contingences? Totalement, parce que nous avons encore beaucoup de contingences en Afrique. Je doute d'ailleurs que dans les pays européens, et même peut-être même américains, tout n'est pas toujours totalement convenable. Tout n'est pas toujours totalement convenable. Il y a des petites erreurs, il y a des choses qui ne sont pas faites convenablement. Ça existe. Mais en Afrique, nous partons de loin, nous avons des problèmes de toute nature pour assurer les listes électorales, pour définir les modalités du vote. Mais combien de fois, avec M. Maïdam qui m'accompagne dans toutes mes missions là, nous ne sommes pas entrés dans les bureaux de vote où les urnes n'étaient pas scellées comme il faut. Combien de fois nous ne leur avons pas appris comment
On scelle l'urne. Bon, les gens qui étaient dans le bureau de vote, ce n'étaient pas des voleurs. Ils n'ont pas fait exprès, ils ne savent pas. C'est tout. Et il fallait leur montrer comment on scelle les bureaux de vote. Donc, bon, on revient de loin. L'essentiel, c'est que, quand même, dans une large mesure, les choses soient convenables. Monsieur Denkodjo, nous arrivons donc pratiquement à la fin de notre rendez-vous. Avec vous, Oui. on ne voit jamais le temps passer. Alors, avec moi? Oui. Vous retournerez au Congo, vous allez écrire un ouvrage sur votre passage. Je ne sais pas. J'ai le choix entre réserver ça pour mes mémoires, sur lequel je travaille depuis quelque temps maintenant, ou extraire cela pour faire un petit livre à part, je ne sais pas. Ma doctrine n'est pas faite là-dessus. Mais aller au Congo, bien sûr, si les opportunités se présentent, j'irai au Congo. C'est un pays qui ne laisse pas indifférent. Un de mes plus beaux souvenirs de ma vie, c'est le jour où je suis parti dans un hélicoptère visiter dans le Bas-Congo, ou le Congo central, les stations de pétrole, d'exploration pétrolière. Et au retour, j'ai vu le fleuve Congo, son embouchure. C'est un spectacle inoubliable. Donc, il montre que c'est un pays, quand on voit ça, on se dit, mais c'est un pays béni de Dieu, ça. Il n'y a pas de raison que les hommes en fassent ce qu'ils sont en train de faire. Et la responsabilité des Congolais est très grande. Donc, j'irai au Congo avec plaisir. Vous savez, tout le monde sait que j'ai en plus, dans le Congo voisin de Kinshasa, un ami de longue date qui est le président Sassou. Donc, aller au Congo, pour moi, c'est quelque chose qui se fait suffisamment convenablement et peut se faire à tout moment. Merci. Merci Denkodjo, président fondateur de Pax Africana. Merci. Et nous arrivons donc à la fin de notre riche entretien. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.